Cette année encore, Groupe Croissance vous donne rendez-vous pour célébrer la finance en Haïti. Du 20 au 24 avril, au Caribbean Convention Center et à l'hôtel Royal Oasis, des experts nationaux et internationaux discuteront au cours de la 5e édition du sommet international sur la finance et la technologie appliquée de la finance municipale, du trade finance, des finances publiques, de la microfinance, du financement bancaire et non bancaire, des assurances et de la monnaie électronique. À ce sommet international ayant pour thème financer les exportations d'Haïti, de nouvelles personnalités seront introduites dans la galerie d'honneur de la finance le mardi 21 avril au Caribbean Convention Center. Sponsor BRH, Ministère de l'économie et des finances, BNC, Solutions locales, USAID, High Five, Ministère de l'Intérieur, Ministère du Commerce et de l'Industrie, Unibank, FDI, AIC, Profin, Groupe Sogebank, Compute Consult, Association haïtienne de courtiers et d'assurance, Radio Métropole, RFM, Radio Ibo, Magic 9, Office national d'assurance vieillesse, ONA, Groupe Croissance SA, votre partenaire du futur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Un rendez-vous bien spécial. Nous allons parler d'innovation, nous allons parler de prospective, nous allons parler des choses sur l'avenir. Et pour le faire, un invité spécial, ce n'est pas la première fois, ça fait déjà quelques temps qu'on l'a déjà rencontré à la radio, c'est Patrick Corsi. Patrick, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonjour, merci de votre invitation. De retour en Haïti ? De retour en Haïti, après un long intermède de quelques années, et toujours le plaisir de retrouver le sourire des Haïtiens, en premier lieu, dès le premier instant et chaque jour. Je sais que vous aimez bien le pays. Qui est Patrick Corsi ? Patrick Corsi est un individu qui a évolué, qui s'est cherché pendant de nombreuses années, et qui a trouvé que sa signature, c'était d'apporter des capacités en innovation. Le chemin que j'ai fait m'a amené à pratiquer moi-même. J'ai appris beaucoup de théories, de méthodes dans le passé. J'ai pratiqué des emplois dans des environnements très variés, toujours à l'international. J'ai fait beaucoup de management. Mais finalement, j'ai trouvé ma place comme étant un peu quelqu'un qui cherche et qui trouve la façon de faire réaliser des innovations à d'autres. Un peu un catalyseur d'innovation. Quelqu'un qui crée une capacité chez les autres pour innover. N'importe quel sujet et domaine. Pendant longtemps, on a considéré les innovateurs comme des rêveurs. Aujourd'hui, ça a changé, on en a besoin. On parle même d'innover ou périr, d'innover ou mourir. Mais ça n'a pas été facile au départ. Alors au début, effectivement, l'image de rêveur, de celui qui est tout seul dans son coin, qui invente et qui, ma foi, n'est pas compris par la société, perdure encore de nos jours. Mais nous avons fait beaucoup de chemin. Aujourd'hui, nous avons intégré le rêve dans des méthodes, des pratiques de management et de création de capacités en innovation. Et ces méthodes aujourd'hui font appel à la fois au rêve et à la fois à la rigueur, je dirais scientifique, parce que notre approche a une base scientifique. Mais convaincre un chef de projet, convaincre un responsable d'entreprise, même une université, à payer quelqu'un pour rêver, pour innover, ça n'a pas été non plus quelque chose de facile à dire. Mettez l'argent, on ne sait pas quel résultat qu'on va avoir. Ça n'est jamais facile. Plus que jamais, ce qui est important, c'est de trouver des personnes qui ont quelque part une vision et qui dépassent les contraintes du moment, qui sont toujours en général difficiles. Parce que demain n'existe que s'il y a une capacité à voir au-delà de nos difficultés d'aujourd'hui. On ne sait pas comment faire. En général, les managers, les patrons ne savent pas comment faire. Mais ils ont une idée. Et c'est cette idée qu'avec eux, nous aidons à formaliser, à comprendre et à reconstruire pour que le chemin soit possible. En deux mots, nous ne savons pas où nous allons, puisque c'est du futur qui reste à construire. Eux-mêmes ne le savent pas, en général. Mais là où nous irons avec eux, là où nous les amènerons, nous saurons pourquoi. Ça sera justifié avec toutes les raisons nécessaires et suffisantes pour le management, pour ceux qui sont bailleurs de fonds et pour ceux qui entreprennent le chemin. Donc c'est une aventure qui engage, c'est une aventure qui crée réellement un futur à partir du présent. Un autre Patrick, fou comme vous, innovateur comme vous, passionné comme lui seul, Patrick Attier,
a pu quand même vous brancher sur Haïti. Et vous revenez à chaque fois. Patrick Atti est un visionnaire que j'ai connu il y a d'assez nombreuses années et qui chaque fois rebondit sur des nouvelles idées qui sont des germes. Il a ce don de pouvoir dire « ça c'est un germe du futur ». Je ne sais pas comment m'y prendre, j'appelle Patrick Corsi et en général nous avons une discussion par Skype. Et puis on réfléchit chacun de son côté, on oublie éventuellement et on revient à la charge. Et puis tout d'un coup, quelque chose apparaît et là ça fait sens. Ça tombe sous le sens, alors là on s'engage. Et maintenant vous êtes en Haïti, au niveau de l'ESI, une université, un institut qui fait un travail assez intéressant en technologie qui est lié à l'innovation. Et ce travail c'est quoi exactement? Alors ce travail regroupe environ 35 personnes haïtiennes, toutes haïtiennes, d'âge très variés, de 23 à 60 ans, avec plus de 40% de femmes, ce qui est une première mondiale dans ce domaine. Vous avez dit mondial, bien entendu? Dans le domaine de la prospective, oui. Beaucoup de pays très avancés en innovation, par exemple les pays nordiques en Europe, sont très avancés, mais ils n'arrivent pas encore à ce taux-là. Et j'ai trouvé ici d'emblée l'intérêt, la curiosité, l'envie, le désir, la faim, la soif de s'engager chez les femmes, autant que chez des jeunes étudiants, garçons et filles. Et c'est ce cocktail de responsabilités très variées, de premier niveau d'étudiants avancés jusqu'à des très hautes responsabilités, en âge, donc, qui forme un groupe très hétérogène. Et cette variété et diversité de compétences et de responsabilités est exploitée dans le groupe pour justement complémenter les attitudes, les approches de chacun et enrichir le travail. Et c'est nécessaire pour nous lorsque nous fabriquons, nous concevons des innovations qui changent un état actuel donné. Alors, ce groupe a été mis en place pour analyser la prospective pour Haïti pour un sujet donné. Sur un sujet Parlons concret. de prospective, c'est quoi la prospective? La prospective, c'est dessiner le futur. C'est dessiner les futurs d'une manière qu'on puisse en discuter, si possible, ensemble, afin de prendre des décisions. La prospective doit être branchée sur le présent, c'est évident, mais elle doit être capable de dessiner des futurs. Alors évidemment, les méthodes classiques fonctionnent avec des scénarios qui sont exposés, qui sont expliqués, etc. Nous avons plutôt l'approche en conception. C'est-à-dire, nous partons d'une vision qu'on ne peut pas dire si c'est faisable, pas faisable, possible, voire impossible, mais une vision que quelqu'un, au moins, a pensée et qui semble utile. Et nous reformulons cette vision d'une manière qu'on puisse travailler. Parce qu'on plonge dans l'inconnu, il faut le reconnaître. Le futur, c'est l'inconnu. Et nous avons une démarche rigoureuse qui fait appel au rêve autant qu'à la rigueur du raisonnement. Et les connaissances expertes, car le groupe rassemble des experts. Et la problématique que nous traitons cette semaine sur 9 journées consécutives, ce qui est remarquable en termes d'engagement des participants, je dois les saluer et les remercier parce que c'est eux qui rendent ce séminaire possible. Eh bien, cet engagement permet justement de construire. C'est une conception que l'on fait. Une conception. Et donc, à la fin, nous arrivons à des formules qui sont concrètes. Ce sont des projets que nous pouvons, ce sont des fiches projets détaillées avec les ressources, les objectifs, la justification complète que nous pouvons donner à des décideurs et à eux de choisir, éventuellement à des politiques de haut niveau et à eux de choisir à ce moment-là, en fonction de ce qui leur est présenté, donc en toute connaissance de cause, parce que nous avons amené la connaissance d'arrière-plan qui va avec. Je sais que vous avez choisi un sujet sensible pour les Haïtiens, l'éducation. C'est exact. Un ascenseur social fondamental pour ce pays. Je peux en témoigner longuement. Qu'est-ce que vous avez tiré du système éducatif haïtien? Qu'est-ce qu'il y a comme barrière? Quelles sont les difficultés, les contraintes et les opportunités? Ce qui m'a été présenté très tôt, depuis longtemps, c'est l'accès. C'est l'accès à l'enseignement supérieur d'une manière générale, c'est-à-dire pour des bacheliers, pour simplifier. Mais un accès en masse, c'est-à-dire arriver à former au niveau supérieur une majorité de jeunes pour être dans la course mondiale, pour fabriquer des compétences dans tous les domaines. Et le contexte haïtien, tel que je l'ai compris, a des contraintes spécifiques. Il y a la distance. La distance, c'est les kilomètres, mais c'est aussi le temps. La distance, c'est aussi l'accès en termes de ressources financières, par exemple. C'est aussi l'accès aux technologies qui sont utiles si vous y accédez à distance. C'est aussi l'accès à des tuteurs, des relais d'enseignement, au-delà des professeurs eux-mêmes.
C'est donc toute cette infrastructure éducative qui est à concevoir dans son ensemble selon une approche qui est moderne, avec les technologies actuelles, en tenant compte des distances et des difficultés propres à ce pays. Mais c'est possible, car les technologies, notamment à l'ESCH, à l'ESI, sont développées, fonctionnent. Et il s'agit de trouver les bons paramètres pour que, à la fois les contenus qui existent déjà pour la grande majorité, soient mis en ligne et puissent être donnés. Et la question difficile que nous avons actuellement, c'est la question de l'évaluation, car elle doit être à distance, dans beaucoup de cas, online donc, et elle doit être validable, c'est-à-dire selon des références, des critères admis, de qualité bien sûr, afin d'être dans la course mondiale. Vous savez que la concurrence entre les universités dans le monde de nos jours, depuis 2-3 ans, est très intense, beaucoup plus qu'avant. On parle des MOOC, des Massive Online Education Systems, et Haïti là-dedans, c'est ça la question. Donc Haïti doit trouver sa niche, un jeu propre qui lui permette de fabriquer ses compétences, car la jeunesse promet, elle est avide de savoir, de s'engager, je le sens tous les jours, elle est avide de comprendre, et elle ne demandera qu'à participer à des programmes d'intérêt dès lors qu'effectivement elle se sentira maîtresse de compétences qu'elle aura ancrées en elle-même, au niveau supérieur. Vous êtes concentré particulièrement au niveau supérieur. Et au passage au supérieur, effectivement. Et je suis sûr que vous avez trouvé un système assez complexe. Et là, on a omis même d'avoir les 2 niveaux, les fondamentaux, et où des jeunes haïtiens n'ont pas eu d'opportunité, soit dans un espace rural, et n'ayant pas la même opportunité qu'un jeune qui se retrouve à Port-au-Prince dans une grande ville. Donc vous voyez en amont comment toute cette machine pose problème pour le développement de ce pays. Si vous voulez, en d'autres termes, nous ne cherchons pas d'emblée la solution, parce que nous ne pouvons pas dire telle solution c'est la bonne. Nous ne savons pas, nous allons dans l'inconnu, car ça reste à faire, et encore une fois, le contexte haïtien réclame une formule qui est nécessairement différente de ce qui se fait ailleurs, et personne ne l'a fait. Et c'est à Haïti de le faire, évidemment. Donc nous allons dans l'inconnu, mais avec une méthode. Alors effectivement, il y a une complexité, nous regardons un peu toutes les dimensions, nous les mettons ensemble, les groupes sont là, nous sommes plusieurs groupes, 4 groupes, parfois 5 groupes de travail, et ici, nous cherchons plusieurs solutions, et nous les mettons en confrontation, nous les faisons réagir, donc nous passons dans un rêve, mais nous revenons à la réalité. Donc c'est toujours cette bascule de savoir pertinent à mettre en œuvre, à mobiliser pour pouvoir raisonner sur ces situations de passage à l'enseignement supérieur en masse, mais en même temps nous nous autorisons, nous nous libérons et nous avons une imagination qui va chercher dans l'espace des rêves, si vous voulez, des logiques qui ne sont pas encore existantes. C'est cette liberté qui est importante pour sortir, comme on dit, de la boîte. La boîte, ce sont nos habitudes, ce sont ce qu'on a toujours fait. Or, aujourd'hui, le monde a changé déjà. Et si on reste dans la boîte, nous ne serons pas... Confort. Zone de confort. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous parlons de complexité, de prospective, de voir comment le futur sera fait et comment on peut influencer le futur. Notre invité Patrick Corsi, on prend la pause, on se retrouve dans quelques instants. Cette année encore, Groupe Croissance vous donne rendez-vous pour célébrer la finance en Haïti. Du 20 au 24 avril, au Caribé Convention Center et à l'hôtel Royal Oasis, des experts nationaux et internationaux discuteront au cours de la 5e édition du sommet international sur la finance et la technologie appliquée de la finance municipale, du trade finance, des finances publiques, de la microfinance, du financement bancaire et non bancaire, des assurances et de la monnaie électronique. À ce sommet international ayant pour thème financer les exportations d'Haïti, de nouvelles personnalités seront introduites dans la galerie d'honneur de la finance le mardi 21 avril au Caribé Convention Center. Sponsor BRH, ministère de l'économie et des finances, BNC, Solutions locales, USAID, High Five, ministère de l'Intérieur, ministère du Commerce et de l'Industrie, Unibank, FDI, AIC, Profin, Groupe Sogebank, Compu Consult, Association haïtienne de courtiers et d'assurance, Radio Métropole, RFM, Radio Ibo, Magic 9, Office national d'assurance vieillesse, ONA, Groupe Croissance SA, votre partenaire du futur.
T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais gen monnaie, ça fait me songer problème de gen ak yon client. Client, pas gen monnaie de goud et demi. Prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment m'bral compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces au besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bay service. Tout moun ka essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion ka passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout moun. Bon la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là ou fin payer bon droit, exiger récit qui dit ou payer parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Puis Koumaon Zanana kou pengwe veille zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Li campé va côté, la défense intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous sommes de retour avec Patrick Corsi. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télé Métropole, le rendez-vous économique. Nous parlons de complexité, innovation, tout ce qu'il y a comme prospective au niveau du monde actuel. Vous avez fait un bon investissement quand même. Lorsque vous avez commencé, le monde n'était pas si novateur, on était beaucoup plus conservateur. Ça va bien pour vous ces jours-ci, hein? Je vais vous dire, la différence, c'est qu'à l'époque, nous nous croyions seuls. Nous étions des équipes et nous nous croyions les meilleurs, forcément. Ah ouais. Et nous n'étions pas un réseau. Aujourd'hui, être le meilleur ne veut plus rien dire si vous n'êtes pas un réseau. C'est-à-dire si vous n'êtes pas reconnu par des pairs, si vous n'êtes pas connu, et si vous n'êtes pas référencé, et si vous n'avez pas une position dans le réseau. Si on ne vous voit pas pour quelque chose d'infime, peu importe, mais quelque chose qui a une valeur et qui est demandé. Donc finalement, aujourd'hui, le monde vous réclame que vous soyez assez focalisé et assez compétent, et avec de l'expérience dans votre créneau, mais en relation avec tout le reste. Sinon, vous restez encore isolé. Parlant de réseau, vous avez une association mondiale discutant de tout cela? Alors oui, tout à fait. Je fais partie d'un réseau, donc la Fédération mondiale des études prospectives, qui est planétaire, qui est à la fois une société savante, où il y a beaucoup de professeurs, académiques, mais aussi des industriels. Mais c'est également des personnes qui voyagent beaucoup, qui sont en relation avec le monde de l'éducation,
dans tous les pays, depuis les États-Unis jusqu'aux Philippines, le Mexique et maintenant Haïti, puisque je l'ai amené ici. Et ce sont des personnes qui ont l'habitude de regarder le futur en devenir, qui sont capables de détecter des signaux que l'on dit faibles, c'est-à-dire des éléments qui commencent à dire quelque chose, et que si on les laisse parler, ils vont nous révéler une nouvelle tendance demain. Et donc ils ont l'habitude de regarder les mouvements du monde, que ce soit dans le monde au niveau politique général, scientifique aussi, mais également de l'éducation, et puis des grands problèmes actuels qui sont l'eau, qui sont l'accès à l'eau, qui sont la santé, qui sont les utilités, l'énergie, les déchets, tout ça. Vous savez, c'est vrai au niveau mondial, tout ça. Hein. Donc, c'est un réseau composé des pays riches et également des pays les moins avancés. Il y a les deux. La meilleure preuve, c'est que nous avons actuellement 3 actions qui ont été lancées grâce à l'UNESCO, justement, qui nous a donné un petit financement. Une action se passe donc au Mexique. Je peux vous dire en 2 mots, il s'agit de comprendre la condition de femmes qui ont été emprisonnées au Mexique et de les aider à se réinsérer dans la société. Donc c'est une approche qui est à base de psychologie et qui est très humaine, si vous voulez. La technologie a une moindre importance. Il y a une autre action dans les Philippines qui concerne l'urbanisation, donc les villes, la question de l'urbanisation et l'évolution des villes. Problème mondial aussi. Mais nous avons réussi à mettre Haïti sur la carte du monde, si je peux le dire en 2 mots, parce qu'Haïti n'était pas du tout repéré au niveau de la prospective, du moins de mon point d'observation. Et aujourd'hui, je peux vous dire, avec les relations que nous avons faites ces jours-ci, les photos que nous avons envoyées en ligne, les vidéos et les interviews, aujourd'hui, je peux vous dire que cette planète prospective regarde Haïti. Et avec surprise positive. Il voit non seulement le pourcentage de femmes qui sont engagées dans le groupe que nous avons actuellement, le sujet que l'on traite et le devenir. Car il y aura dans 2 mois environ, à la conférence mondiale de cette fédération prospective qui aura lieu en Finlande, dans 2 mois, mi-juin environ, pendant 2 jours, il y aura des relations et nous représenterons le travail fait en Haïti, au nom d'Haïti. Vous avez choisi certainement une partie importante, mais qu'on pourrait considérer une infime partie. C'est l'iceberg du problème haïtien, à savoir l'enseignement supérieur. La complexité est beaucoup plus grande. Lorsque vous regardez les villes haïtiennes, comment ça se construit, le problème environnemental, tout ce qui nous menace. Si le problème est aussi grave sur cette infime partie, comment peut-on penser résoudre ce problème haïtien? Eh bien, je vais vous répondre, peut-être grâce au voyage antérieur. Je me suis rendu compte que cette complexité qui est intractable, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on ne sait pas par où la prendre, parce que tout est lié et il faudrait tout prendre à la fois, ce qui est impossible. J'ai toujours remarqué un point, je dirais, plus faible, qui est la fixation des compétences. Fixation des compétences, et si je suis haïtien, jeune haïtien, que j'apprends des choses qui ont une valeur, la question c'est comment nous pouvons les fixer dans ce pays. Comment on peut les utiliser dans le pays, et non pas ailleurs, en premier lieu. Cette fixation des compétences va passer par d'abord l'acquisition, mais également le fait que ça soit reconnu. Pour que ça soit reconnu, il faut que le jeune qui est formé au niveau universitaire puisse être reconnu, donc qu'on puisse l'utiliser, mais que lui-même aussi, lui ou elle, puisse faire valoir ce qu'il sait. Donc en fait, c'est une approche de système, et l'éducation est la première pierre angulaire, bien sûr, elle n'est pas à très court terme. Mais c'est ça qui va permettre de faire boule de neige. Car nous ne pouvons pas nous substituer aux actions ni gouvernementales, ni des agences, ni des ONG spécialisées dans tous les domaines. Et donc à chacun son métier, je dirais. Voilà. Et nous sommes en période électorale et il va y avoir des choix, d'importants choix à réaliser. Si on demande aux experts que vous représentez en prospective, Haïti, 6 millions de personnes en situation de pauvreté, 2,5 millions en situation d'extrême pauvreté. Nous avons moins de 2% de couverture végétale, un problème d'eau potable considérable et plus de la moitié de la population en termes d'assainissement. Et vous connaissez les épidémies qu'il y a à travers le monde, oui, en quelque sorte. Est-ce que les experts que vous représentez pourraient dire au prochain président d'Haïti qu'on peut résoudre ces problèmes, on pourrait atteindre les résultats? Mais j'y crois tout à fait, je réponds oui. Pourquoi? Il y a ici, un problème d'image. Vu de l'étranger, Haïti est un pays qui n'exporte pas, parce qu'on ne le sait pas. Pourquoi il n'exporte pas? Il exporte en fait, mais on ne le sait pas, parce que
le commerce que Haïti fait avec son voisin principal et ses voisins n'est pas vraiment répertorié, n'est pas structuré. Il n'y a pas d'effet de levier. Il n'est pas agrégé avec une mécanique. Donc avec des laboratoires, par exemple, qui font des modèles économiques bien construits, etc. Et donc qui puissent induire un respect des exportations. Et à ce moment-là, le statut de ces activités et des personnes qui sont déjà dans le commerce aujourd'hui, il y en a beaucoup en Haïti, en agriculture par exemple, ce statut est plus élevé, la valeur des marchandises va monter et le pays va être connu pour certaines exportations. Eh bien, continuer ce raisonnement dans cette ligne, au-delà de l'agriculture, je ne parle pas de l'industrie en premier lieu tout de suite, parce que ça demande de nouvelles compétences, mais un 20% d'industrie, c'est-à-dire une valeur ajoutée par rapport à l'agriculture, transformation de produits agricoles déjà, empaquetage par exemple, ou labellisation de qualité, ou bien des normes, ou bien des productions purement locales, comme le cacao haïtien par exemple, qui a de réelles valeurs. Eh bien tout cela, c'est à mettre en forme, et ce sont des filières à construire qui sont déjà dans la culture haïtienne, parce que c'est du commerce. Les Haïtiens le font ça. Alors, il faut agréger là-dessus pour faire un effet de levier et puis monter en puissance. Donc, c'est un escalier. Il faut le mettre dans l'ordre, je crois. Et je suis convaincu qu'avec toutes les universités qui travaillent sur des questions fondamentales, que ce soit la production agricole, les variétés des espèces, et puis la géologie, la prévention des catastrophes aussi, avec les modèles statistiques, et puis l'informatique aussi. Vous avez des compétences en informatique qui sont tout à fait valables. Eh bien, il faut construire. Et construire surtout les modèles économiques qui vont avec, sans trop presser la chose, mais encore une fois, fixons les compétences, car elles s'agrègent, elles font boule de neige entre elles. Si les compétences ne sont pas fixées, il n'y a pas la capacité à empiler ces connaissances, donc à monter en statut. Mais tout ceci demande une certaine sophistication dans l'organisation, à savoir la chaîne de valeur, à savoir le processus. Oui, il y a des supply chains, qui sont des chaînes de distribution, des chaînes commerciales, on va dire, au premier niveau. Il y a également des chaînes de compétences, c'est-à-dire des formateurs de formateurs, mais ça existe déjà, il suffit de le mettre un peu en place. Et puis, il y a la façon, la méthode d'aborder des questions, des problèmes. Et là, je crois qu'un apport venant de l'extérieur peut être utile. Qu'est-ce que vous retrouvez dans vos analyses? Pour faire la prospective, il faut comprendre bien le passé, et certainement le présent. Qu'est-ce qui fait la différence entre un pays très avancé et un pays moins avancé? Quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qui vous frappe? C'est un avantage qui est injuste. L'avantage, il est dans l'expérience. Un pays qui est dit très riche, qui est très construit, il a fait un long chemin. Il a beaucoup échoué, et en échouant souvent et beaucoup, il s'est peu à peu il a trouvé des façons de faire qui réussissent. Et il est arrivé à trouver sa place dans le monde, etc. Donc il a cet avantage du temps. Haïti est un pays très jeune, finalement. Oui. Nous sommes d'accord. Et c'est vrai que le handicap de départ a peut-être été qu'il n'y a pas eu les investissements au départ qui lui permettaient de prendre la rampe. Et donc, pendant ces 2 siècles passés, il y a eu beaucoup de soubresauts avec des raisons, et qui font que des problèmes fondamentaux sont encore posés aujourd'hui, comme par exemple, évidemment, l'accès à l'eau propre, salutaire, c'est un exemple. Et puis les catastrophes naturelles, évidemment, qui font repartir en arrière. Mais la conscientisation, maintenant, a changé. Depuis mon dernier séjour, d'assez longue durée, disons d'une semaine ou 2, j'ai vu que beaucoup de choses ont changé. De nouveaux investissements sont arrivés, et la capacité à prendre des projets est là. Plus de managers, plus de management et plus de discussions entre des personnes très différentes qui mettent en commun leur savoir. J'ai remarqué ce changement. Et ça préfigure, je crois, une capacité nouvelle qui permet de voir la complexité. Car dans mes voyages précédents, nous traitions un problème séparé des autres. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'ai bien nommé votre observation disant que les pays les plus avancés ont commis des erreurs, mais n'ont pas cessé, on continue. Ils ont appris de leur échec. Est-ce que parfois dans les pays moins avancés, on n'a pas tendance à se dire « Ah, on a eu un premier échec » et à se décourager, à dire « On ne peut pas le faire ». Est-ce qu'on ne devrait pas faire, insister, persister pour... Alors, je vais vous répondre selon mon observation de cette semaine. J'ai d'un côté des personnes à niveau de responsabilité élevé, tout à fait compétentes et qui ont un esprit très clair, lucide et tout, mais très compétentes,
qui savent si c'est possible ou impossible, et qui ont tendance à mettre tout de suite dans la catégorie difficile, et donc qui ne plongent pas facilement dans un inconnu. Alors que les jeunes qui ne l'ont pas fait, pour eux, l'impossible n'existe pas parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc, ils sont prêts à s'engager. Ils ont besoin de tuteurs, ils ont besoin de personnes qui les dirigent dans une bonne direction, une direction qui va produire du positif, parce qu'eux ne peuvent pas le faire tout seuls. Mais du moment qu'ils sont canalisés dans une bonne direction, eux vont le faire, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas peur de cet inconnu.